Bonjour, bienvenue dans la série sur la thermodynamique et la physique statistique. Donc passons maintenant au second principe et à l'entropie, cette fois-ci dans le cadre statistique. Alors reprenons notre boîte, la boîte dans laquelle on plaçait des particules, et plaçons cette fois une véritable paroi qui sépare la boîte en deux. Plaçons toutes nos particules, disons 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 particules à gauche et rien à droite, le vide. Puis, on enlève la paroi et on laisse ainsi les particules se déplacer dans toute la boîte. On peut voir ce qui se passe à l'instant t égale 0, 1, 2, 3, 4. Donc, 5 intervalles de temps successifs. Au début, les particules seront toujours dans la boîte, puis elles vont commencer à se déplacer dans les deux compartiments. Avec, évidemment, des fluctuations donc, les particules se déplacent au début un peu, et puis très rapidement, on retrouve des particules des deux côtés. Les particules se déplacent et finissent ainsi par avoir une répartition quasi identique dans les deux compartiments, aux petites fluctuations près, comme nous l'avions vu. Et surtout, s'il y a beaucoup de particules, ça va bien s'équilibrer. Ça, c'est quelque chose que nous avions vu aussi quand nous avions fait la courbe pour un grand nombre de particules. Rappelez-vous la ligne droite qui était en fait une courbe en cloche mais extrêmement écrasée. Ce phénomène, en plus, est extrêmement rapide. À température ambiante, et les particules ont, dans un gaz, typiquement, des vitesses de plusieurs mètres par seconde. C'est très rapide. Pour une boîte, disons de la taille d'une boîte à chaussures, il ne faut qu'une toute petite fraction de seconde pour atteindre ce nouvel état d'équilibre. Ça va donc très très vite. Et si vous étiez dans une pièce sous vide, avec un masque par exemple, avec une paroi et derrière de l'air, et qu'on ouvrait la paroi, le souffle, vous balayerez littéralement, vous tomberiez par terre. Tellement ça va vite. Au départ, il n'y a qu'un seul état possible. Toutes les particules sont à gauche. Alors qu'à la fin, pour 5 particules, comme ici, de chaque côté, il y a beaucoup plus d'états possibles. Nous l'avions également vu. Pour, disons, seulement 10 particules, comme ici, on a déjà 252 manières de répartir les 5 particules dans gauche et droite, donc d'une répartition égale dans les deux compartiments. Et pour un nombre de particules de l'ordre d'une centaine de particules, il y a déjà une centaine de milliards de façons de répartir de manière identique dans les deux compartiments. Et pour un nombre de particules de l'ordre du nombre d'Avogadro, le nombre d'états est alors extrêmement grand, plus qu'astronomique. Il devient phénoménal. Les déplacements étant aléatoires, les boules se déplaçant un peu n'importe comment, il n'y a quasiment aucune chance de le revoir revenir dans le seul état où elles se trouvent toutes à gauche. Surtout si on a des milliards de particules. Alors qu'il y a
un nombre colossal d'états où elles se répartissent dans les deux compartiments. Et donc, en changeant d'état avec les mouvements, elles retombent presque toujours sur un état de tel équilibre ou quasi-équilibre. Ceci explique l'aspect irréversible de cette expérience, puisque nous partons d'une situation, nous ouvrons la paroi, il y a évolution vers un état d'équilibre, mais ça ne revient pas, en tout cas pas facilement et spontanément, à l'état de départ. C'est donc irréversible. Et donc on voit que le caractère irréversible est clairement lié au nombre de micro-états W qui correspondent à un état macroscopique donné. Par exemple, le nombre d'états pour cet équilibre. On voudrait pouvoir relier l'irréversibilité, c'est-à-dire traduite par l'entropie en thermodynamique, avec ce nombre d'états. Alors, supposons qu'on ait deux systèmes, appelons-les S1 et S2, qui ont, dans des conditions macroscopiques données, W1, donc on a les systèmes S1 et S2, qui ont W1 et W2 états, micro-états. Plaçons ces deux systèmes ensemble. Alors quand je dis ensemble, je ne veux pas dire qu'on les mélange ou qu'il y a une paroi que l'on ouvre. Ici, on se contente juste de les mettre l'un à côté de l'autre, de façon à avoir un seul système S, avec un nombre de micro-états W. Quelle est la valeur de W qui correspond à ce système S? La réponse est simple. À chaque micro-état possible de S1, on peut avoir n'importe quel état possible de S2. Donc, pour chacun d'entre eux, on a tous les ceux de l'autre, et donc c'est simplement une multiplication. On a donc le nombre de micro-états de l'ensemble, W est égal à W1 fois W2. Mais ce qu'on voudrait, c'est une grandeur comme l'entropie qui soit une grandeur extensive, c'est-à-dire additive, où on veut que si l'entropie des deux systèmes est respectivement, on peut garder le même, c'est S pour l'entropie, S1 et S2, alors ce qu'on veut, c'est que l'entropie totale soit S1 plus S2. La somme des deux. On peut donc pas simplement supposer que S1 est égal à W1 et S2 égal à W2. Parce qu'alors, pour le taux, et S égale à W, parce qu'alors on aura une multiplication et pas une addition. Comment transformer la multiplication ici en une addition? Heureusement, les mathématiciens ont une fonction mathématique, plus ancienne d'ailleurs, elle était toute prête, qui fait ce travail. Elle est appelée logarithme ou fonction logarithme. Et elle se note log ou ln. Je vais adapter la notation ln, qui veut dire en fait logarithme népérien. Il existe plusieurs sortes de logarithmes qui ne diffèrent en général que par une constante. Et la plus utilisée est le logarithme dit népérien, que l'on note ln. Pour cette fonction, on n'a que le ln de a fois b est égal à ln de a plus ln de b. Elle transforme donc la multiplication en une addition, ce qu'on veut. Donc, peu importe la définition mathématique exacte du logarithme, vous pouvez chercher si vous voulez, pas besoin d'entrer dans ce détail mathématique ici. Tout ce qui compte pour nous, ici, c'est cette propriété. Par exemple, le logarithme de 100
est égal au logarithme de 10 plus le logarithme de 10. Et 10 fois 10 égale 100, bien sûr. Donc, pour l'entropie, on peut essayer une relation comme S égale une certaine constante fois le logarithme de W. Reste à voir si ça donne bien le résultat escompté et si c'est bon et quelle est alors la valeur de la constante. Et ça, nous continuerons la suite de cette analyse dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.